Je déteste ça. Très bien. Donc, j'ouvre ce conseil municipal. Vous entendez ou vous entendez pas bien, là? Vous entendez mal? C'est nada. Il faudrait faire des réglages. Vous qui êtes compétente. Bon. Vous entendez pas bien, là, au fond? Si, mieux? Bon. Mais ce qu'il y a, il y a beaucoup de gens qui parlent, vous voyez, c'est ça qui perturbe le... Voilà. Bon, je vous souhaite à tous la bienvenue, au public. Voilà, bon accueil. Donc nous allons démarrer ce conseil municipal. Avant de procéder juste à l'appel, je ne sais pas qui est-ce qui le fait, l'appel. C'est Christian, d'accord. Je vous précise que nous avons 10 délibérations, donc c'est un conseil municipal un peu ramassé. Nous en avons 2 qui traitent du PLU, une principale et une annexe, 6 qui traitent des subventions aux associations, l'une qui traite de la dissolution d'un syndicat de transport, et une qui traite de l'acquisition d'une parcelle, d'un terrain. Voilà. Donc je demande à Christian de bien vouloir procéder à l'appel. Merci. Bayon-Noyer Yves. Biel Marie-Hélène. Bresson Laurent. Mérigot Hélène. Mathieu Stéphane. Gomez Eliane. Présente. Royer Christian présent. David Mathieu Christiane représenté par Estelle. Gué Pratique. Louis Olivier. Présent. Leclerc Jean-François. Tavernari Roland. Fortuné Françoise. Nicolas Jacques. Présent. Blanes Thierry. Villon Patrick. Vedel Chantal. Représenté par Hélène. Lecomte Florence, représentée par Marie-Hélène. Gomez Lionel. Présent. Androzewski Reynaud Florence. Pereira Elisabeth. Rémy Laurent. Bourdelin Sylvie. Schneider Estelle. Bouillin Marine. Martin Christiane. Ripoll Bruno. Agogué Fernaillon Véronique. Elle Amlili Neza. Très bien, merci de cet appel. Donc le premier point, c'est traditionnel, c'est la validation du compte-rendu de la séance du conseil municipal dernier, présidé par Madame Biel. Donc avez-vous des remarques sur ce compte-rendu? Pas de remarques, donc je le soumets à votre approbation. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Donc 3 abstentions approuvées à la majorité. Le premier point traite de la communication des décisions du maire qui vous ont été remises. Donc il y en a 2 qui traitent des travaux de la restauration du beffroi qui a démarré lundi, comme vous le savez. Ensuite, il y en a pas mal qui concernent des dossiers de commande publique, l'un sur les vêtements professionnels, les protections individuelles, l'autre sur la construction du garage à la police municipale. Donc un appel également sur la formation et pour les tests CACES à destination d'agents de la commune. Un qui traite de l'installation d'un système de sonorisation dans les rues et sur les places, et puis l'occupation d'un terrain communal à Touzon pour l'installation de 30 ruches. Et puis enfin, la réhabilitation de l'école des jardins, l'objet qui est l'assistance à la maîtrise d'ouvrage. Voilà. Et puis une dernière qui est l'activité sur les TAP. Donc, avez-vous des questions? Madame Martin, oui, je vous en prie. Merci de me donner la parole, Monsieur le maire. Je ne vais pas vous interroger sur une
des 10 décisions. Si je lui fais toujours sur les mêmes, donc ça devient lassant pour tout le monde. Mais nous souhaitons vous interpeller sur une décision qui ne figure pas dans ce document, donc, mais qui est néanmoins votre décision. Alors, j'ai écrit ce que je veux vous dire parce que je vais être très précise. Il y a 3 semaines, à la question posée sur votre éventuel parrainage d'un candidat à la présidentielle, vous avez fait répondre par votre première adjointe, donc, Madame Biel, que vous n'en aviez décidé aucun. Je cite très précisément. Malgré les demandes reçues, puisque vous nous avez cité, je crois, 4 demandes, plus une qui est arrivée d'ailleurs il y a une 8aine de jours, que le conseil municipal l'a fait passer, qui était de Monsieur Lassalle, je crois. Alors, vous aviez cru bon d'ajouter que ces listes étant publiques, nous en serions informés, renvoyant de fait tout le monde à une recherche et une connaissance même individuelle du Conseil constitutionnel et à la consultation personnelle et patiente de plus de 10 000 noms. Je crois qu'on en est à 12 000 d'ailleurs. Votre réponse pouvait laisser croire que vous cultiviez votre positionnement électoral affiché apolitique en 2014, tout au long de la campagne. Engagement que vous auriez voulu tenir, contrairement à celui des impôts. Donc, c'était très bien. Mais nous savons, parce que des taurois sont venus nous interroger depuis hier, que vous avez décidé d'accueillir ce soir, à l'heure où je parle, mais à quelques encablures de notre maison commune, un meeting politique électoral du Front National avec Madame Marion Maréchal Le Pen. Ce qui pour nous et de nombreux autres citoyens du Thor est tout aussi signifiant qu'un parrainage républicain, civique, en bonne et due forme. Donc nous souhaitions vous le dire, Monsieur le maire, dans le cadre de cette assemblée qui est garante de la démocratie représentative. Je vous remercie. Alors, ceci étant complètement hors sujet, je le traiterai en fin de conseil municipal, puisque ça ne traite absolument pas des décisions du maire. Donc néanmoins, vous avez posé cette question, vous auriez pu la poser par écrit, mais je le traiterai en fin de conseil municipal. Y a-t-il d'autres questions ? Monsieur Ripoll. Oui, bonjour à tous, pardon pour mon retard. Oui, concernant entre autres la décision 2017-013, les travaux de restauration du beffroi, ma question était la suivante. Depuis lundi, un nouveau plan de circulation est en place, avec un sens unique dans la rue de la République. Est-ce que vous envisagez, que ce soit après les travaux ou à moyen terme, de maintenir ce sens de circulation, un sens unique, compte tenu que d'autres municipalités l'ont envisagé également? Et par ailleurs, est-ce qu'à un moment, alors je crois qu'à un moment il sera nécessaire de fermer l'accès au beffroi. Donc, combien de temps la route sera fermée et à quelle période est-ce que c'est prévu? Merci bien. Alors, je laisserai répondre de façon précise au dernier point de votre question à Jacques Nicolas ou Christian Royer. Bon, il est clair que, ou Florence, bon, il est clair que la mise en sens unique actuelle, bien évidemment, c'est pour les travaux, tout le monde l'a bien compris, mais ça permet aussi de faire un test sur le fonctionnement d'un sens unique de ce côté-là. Et donc, nous procédons également à des relevés de passage, de quantification de passage de véhicules, pour voir si, je dirais, cette expérience, ce test, se révèle, je dirais, concluant. Deuxième réponse, dans le cadre des travaux prévus
sur restauration, je dirais, des places et rues de la République, bien évidemment, il est prévu aussi une réflexion sur la mise en sens unique. Donc, bien évidemment, cette expérience que nous faisons sur 6 mois environ sera mise à profit pour être développée ultérieurement. Est-ce qu'il y aura une période sur laquelle on repasserait en double sens ou pas? La décision n'est pas prise, mais on a globalement 6 mois pour la prendre. En ce qui concerne la fermeture, oui, il y aura une période courte de fermeture. Jacques Nicolas a peut-être une information plus précise à donner. Alors, ce sera fermé les 2 semaines des vacances de Pâques, hein, les semaines 14 et 15, je crois. Mais par contre, ce sera ouvert la nuit. Ce sera fermé aux heures ouvrables, quoi. Et il n'est pas, si on peut éviter de fermer complètement, on évitera de fermer complètement. Mais on a pris un arrêté sur ces 2 semaines-là. Pas d'autres questions? Merci. Donc on passe à l'autre point du Conseil municipal qui traite de l'approbation du projet de plan local d'urbanisme. Donc je vais laisser Christian Royer le détailler. Donc il y a un peu de lecture, hein, nous nous en excusons, mais je pense qu'il faut le faire. Et ensuite on passera aux questions-réponses. Donc Christian, tu as la parole. Merci. Monsieur le maire rappelle que par délibération du conseil municipal en date du 20 mars 2012, la commune du Thor a prescrit la révision générale du PLU, du poste, en vue de l'élaboration du PLU sur l'ensemble de son territoire, définissant les objectifs à poursuivre ainsi que les modalités de la concertation publique. L'élaboration du PLU était motivée par la prise en compte des différentes évolutions législatives afin de bâtir un projet communal permettant de répondre aux exigences du développement durable dans le respect de la loi SRU, sur Solidarité et Renouvellement Urbain, de la loi ENE dite Grenelle II, Engagement national pour l'environnement. C'est pourquoi le nouveau projet de PLU doit être élaboré par la commune, tenant compte de nouvelles données liées aux risques, à l'évolution de la norme environnementale et à l'évolution du contexte socio-économique. Le PLU présente son intégralité du territoire du Thor, le projet de développement de la commune en matière d'environnement, d'habitat, de déplacement, de développement économique, ainsi que le régime des règles générales d'urbanisme et des servitudes. L'objectif poursuivi est celui de la recherche d'un équilibre entre développement urbain et préservation des espaces naturels dans une perspective de développement durable, tout en tenant compte des nouvelles préoccupations telles que le renouvellement urbain, l'habitat et la mixité sociale, la diversité des fonctions urbaines, les transports et les déplacements. Conformément à l'article L. 153-12 du Code de l'urbanisme, le projet d'aménagement et de développement durable, PADD, a été débattu en conseil municipal le 21 janvier 2014 et a fait l'objet d'un nouveau débat le 7 juillet 2015 suite aux différentes modifications du projet. Par délibération en date du 5 juillet 2016, le conseil municipal a dressé le bilan de la concertation et arrêté le projet du plan local d'urbanisme. Le projet était transmis aux personnes publiques associées et à l'État pour avis, conformément à l'article L. 153-16 du Code de l'urbanisme. Un arrêté de mise à l'enquête publique a ensuite été prescrit. L'enquête a été organisée pour une durée de 40 jours consécutifs, du lundi 28 novembre 2016 au vendredi 6 juillet 2017, inclus, conformément à l'article L. 153-19 du Code de l'urbanisme. Le rapport du commissaire enquêteur a été rendu le 6 février 2017. Le commissaire enquêteur a rendu un avis favorable assorti de 4 recommandations. Le préfet de Vaucluse a rendu en date du 6 octobre 2016 un avis favorable assorti d'un certain nombre d'observations. Le syndicat mixte en charge du SCOT Cavaillon-Coustelet l'Île-sur-la-Sorgue a émis un avis favorable sans observation en date du 27 septembre 2016. La commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, le CDPNAF, réunie le 25 août 2016, émet 8 avis favorables au titre de la délimitation des STECAL, secteurs de taille et de capacité limitée,
un avis favorable sur l'extension et annexe des bâtiments d'habitation existants en zone agricole et naturelle. Ces avis favorables sont assortis d'un certain nombre de demandes de précision. Le Conseil départemental émet un avis favorable sous réserve de la prise en compte d'un certain nombre d'observations en date du 22 septembre 2016. La Chambre d'agriculture émet un avis favorable en date du 26 juillet 2016. Plusieurs remarques sont formulées. L'avis de la Chambre du commerce et de l'industrie en date du 26 octobre 2016 est favorable. Le SDIS, par courrier en date du 12 septembre 2016, porte à la connaissance de la commune quelques remarques. L'Institut national des appellations d'origine, INAO, dans un courrier en date du 19 octobre 2016, informe la commune qu'en absence d'incidence du projet sur les AOP, appellations d'origine protégée, et AOC, appellation d'origine contrôlée, elle n'a pas de remarques à formuler sur le projet. La communauté de communes Pays des Sorgues Mont de Vaucluse formule un avis favorable par délibération en date du 20 octobre 2016 et a également émis en annexe un certain nombre d'observations. Le Centre régional de la propriété forestière a émis son avis par un courrier en date du 28 juillet 2016. Le CRPF considère que le classement de la loi de la quasi-totalité des espaces boisés en EBC, espaces boisés classés au titre de l'article L. 131 du Code de l'urbanisme, est inopportun. Le syndicat mixte du bassin des Sorgues a émis plusieurs remarques par courrier en date du 29 septembre 2016. Par courrier en date du 25 juillet 2016, le syndicat des eaux Durance-Ventoux demande la suppression des EBC sur la parcelle B 881, propriété du syndicat et supportant le réservoir d'eau de Touzon. Par un courrier en date du 12 septembre 2016, l'ASCO du canal de Lille constate que les canaux ont bien été pris en compte dans le PLU. Par ailleurs, l'autorité environnementale n'ayant pas formulé d'avis écrit, celui-ci est réputé tacite. Le plan local d'urbanisme, tel qu'il est présenté au conseil municipal, est prêt à être approuvé conformément à l'article L. 153-21 du Code de l'urbanisme. Monsieur le maire précise que des modifications apportées au projet de PLU, suite aux observations formulées par les personnes publiques associées ou consultées, et suite aux observations émises lors de l'enquête publique, figurent dans un document annexé à la présente délibération. Ces modifications sont sans effet sur l'économie générale du PLU, arrêté le 5 juillet 2016. Monsieur le maire, après avoir porté à la connaissance du conseil municipal l'annexe détaillant les modifications intervenues suite à l'enquête publique, rappelle que le PLU, tel qu'il est présenté au conseil municipal, est prêt à être approuvé conformément au Code de l'urbanisme et que le dossier transmis aux membres du conseil municipal est composé des pièces suivantes. Le rapport de présentation intégrant l'évaluation environnementale et l'étude d'incidence Natura 2000, le projet d'aménagement et de développement durable, les orientations d'aménagement et de programmation, le règlement, les documents graphiques, les annexes. Alors, si vous voulez bien, maintenant, nous allons voir les principales remarques. Donc, vous avez dans les dossiers ce qu'on appelle une annexe à la délibération d'approbation qui reprend la totalité des remarques faites par les personnes publiques associées, donc la remarque et la réponse apportée par la commune, ainsi que la liste des points de réponse favorables que nous avons donnés suite au rapport du commissaire enquêteur et suite à des demandes d'un certain nombre de taurois qui étaient concernés par le PLU. Donc Christian va nous lister un certain nombre, et notamment les plus importantes. On ne va pas lire l'intégralité du document. Et ensuite, nous passerons aux questions. Merci, Christian. Oui, nous allons reprendre celles qui risquaient de remettre en cause, en tout le PLU. Bon, c'est surtout les remarques venant de l'État, disons. La commune, au niveau de qualité urbaine et paysagère, donc le SCOT avait demandé donc, que soit réalisée une OAP le long de la RD de 901 entre Le Thor et l'Île-sur-la-Sorgue. Donc la commune a pris en compte la demande du préfet en précisant les objectifs de qualité paysagère
de l'entrée de ville RD 901 à travers la réalisation d'une orientation d'aménagement et de programmation qui vise principalement à paysager les abords de la voie. Au niveau des risques d'inondation, le règlement et le zonage ont été modifiés conformément à la demande du préfet dans sa lettre du 11 janvier 2017. Assainissement collectif. Donc, la communauté de communes compétente en matière d'assainissement a apporté les précisions suivantes. Les travaux de réhabilitation du réseau d'assainissement réalisés en 2015 et 2016 ont permis une baisse significative des charges hydrauliques à l'entrée de la steppe du Thor. Le réseau de transfert vers la steppe de l'Isle-sur-la-Sorgue est programmé pour être terminé fin 2018. L'appel d'offres de maîtrise d'œuvre a d'ailleurs été lancé. Ce réseau permettra de délester la steppe du Thor des effluents des Acques de la Cigalière et de Saint-Louis, soit une charge polluante de 3 628 équivalents habitants, représentant 45% de la capacité nominale de la steppe du Thor. Il reprendra également les effluents de la ZAC Saint-Joseph. Ceci permettra à la steppe du Thor d'absorber dès fin 2018 les effluents des nouvelles constructions, soit à peu près l'équivalent de 1200 équivalents habitants. Au niveau du rapport de la présentation des consommations foncières, donc le rapport de présentation a été revu pour faire ressortir qu'auparavant, au niveau du poste, il y avait en zone constructible, c'est-à-dire les zones urbaines, à urbaniser et la zone NB, 465,6 hectares. Au niveau du PLU, il n'y en aura plus que 398,2. Donc il y a un gain de 67,6 hectares qui vont passer de constructibles en zone naturelle et agricole. Évidemment, en zone non constructible, c'est l'inverse. On remarque également diverses concernant le rapport de présentation. Donc le préfet souhaitait que l'on change le taux de logements sociaux. En effet, donc on a repris, et c'est donc dans le rapport de présentation, on a un taux à peu près de 13 et quelques. On aura donc à terme, en 2025, un taux de logements sociaux de l'ordre de 13%, sachant qu'aujourd'hui, il est de 6 et quelques. Donc il y aura plus que doublé. Au niveau de la réunion concernant les STECAL, donc la remarque qui avait été évoquée, c'est que le règlement du STECAL AE2 qui concerne l'INRA, donc vers les Vinières, est complété afin d'encadrer la surface de plancher des constructions de bâtiments techniques liés et nécessaires à son activité. La surface de plancher supplémentaire n'excédera pas 8 000 m². Ça comprend principalement des serres. D'autres remarques concernant donc la communauté de communes Pays des Sorgues, Mont de Vaucluse, concernant la zone A1 AUE. Dans la mesure où les demandes d'évolution sont mineures, la commune donne une suite favorable à ces demandes. Les modifications donc retenues par la commune suite aux enquêtes publiques conjointes sur l'élaboration du plan local d'urbanisme et de la mise à jour du zonage d'assainissement des eaux usées. Le commissaire enquêteur a rendu un avis favorable assorti de 4 recommandations: de répondre aux questions de celles et ceux qui sont intervenus durant cette enquête pour exposer leurs préoccupations générales ou leur situation personnelle. Il a rajouté dans sa conclusion: dans la plupart des cas, je constate que les demandes de modification de zonage et ou de constructibilité des parcelles se heurtent aux dispositions édictées par les textes légaux et par les prescriptions du SCOT, Cavaillon, Coustelet, l'Isle-sur-la-Sorgue. Autre recommandation, de prendre en compte les observations et remarques émises par les personnes publiques, c'est tout ce qui était auparavant, et notamment la position des services de l'État en matière d'ouverture d'urbanisation des zones devenues
constructibles en fonction de la réalisation des équipements d'assainissement collectif, on l'a vu tout à l'heure, et aussi en matière de prévention des risques d'inondation ayant pour origine le Coulon et la Sorgue. On a suivi les prescriptions qu'il nous a données, ce que nous a donné pendant l'État, le préfet, de mettre en œuvre les actions positives recensées dans le PEADD, ce qui est évident. Par ailleurs, à l'issue de l'enquête publique, quelques demandes particulières ont fait l'objet de modifications du PLU. L'ensemble des réponses et justifications ont été apportées dans la mémoire en réponse adressée au commissaire enquêteur. Donc, au niveau de l'enquête publique, il y a eu 41 observations inscrites sur registre, numérotées de 1 à 41, 23 lettres adressées au commissaire enquêteur, dont 2 concernant l'assainissement, donc de A à S, 4 documents émis par des groupes, G1 à G4. Il y a eu, donc la commune a apporté 9 avis favorables listés dans l'annexe, 22 avis non favorables, dont 2 concernant l'assainissement, 8 ne concernant pas le PLU, 16 concernaient donc le risque inondation et 8 émis par les groupes. Merci Christian, merci bien. Donc on est au bout d'un processus initié en 2012. Avez-vous des questions? Madame Agouguet, je vous en prie. Pas des questions, mais une intervention. Bonsoir à tous. Alors, nous dénoncions en juillet dernier votre manière d'aborder le PLU, puisque vous avez abandonné la préservation de l'élément naturel comme préalable à l'urbanisation. Les modifications apportées suite à l'enquête publique et aux consultations des personnes publiques associées ne changent rien à cela. Si globalement le principe de constructibilité limitée est respecté, toutefois, les conditions d'application de ce principe restent fragiles, notamment dans les zones agricoles, où pas moins de 7 stécales, secteurs de taille et de capacité d'accueil limitée, reçoivent de larges dérogations à ce principe. À titre de comparaison, les sursocs n'en retient que 3 qui concernent des équipements hôteliers. La réglementation sur les zones agricoles et naturelles aurait pu être plus contraignante, à l'instar de ce qui se fait ici chez nos voisins. Ainsi, le seuil de l'existant rendant possible une extension en zone A est de 70 mètres carrés chez nous. À Saint-Saturnin ou à Lille, par exemple, le seuil est de 80 mètres carrés. Sur la zone AP également, zone agricole présentant un intérêt paysager correspondant au secteur autour de la colline de Touzon. Les extensions restent possibles, toujours à condition que l'existant atteigne déjà 70 mètres carrés. À Saint-Saturnin, dont le PLU a été approuvé en début de mois, aucune extension et encore moins construction nouvelle n'est possible sur ce secteur. La zone naturelle bénéficie des mêmes conditions d'extension et d'aménagement que la zone agricole, en dehors des constructions nouvelles qui sont strictement interdites. Toutefois, la zone NF2, c'est la colline de Touzon, s'est vue amputée pour permettre l'extension de la zone UDBF3 en vue de réaliser des équipements nécessaires à l'accueil du public dans la grotte de Touzon, certes, mais n'exclut toutefois pas de nouvelles constructions dont les seuils dictés par la hauteur maximum et l'emprise au sol permettraient la création d'un petit collectif en R+1, par exemple, sur une emprise au sol de 57 mètres carrés sur la parcelle 210, mais elle était déjà en zone UDBF3, et environ 820 mètres carrés quand même sur la partie dorénavant constructible de la parcelle 209. Pour le calcul, j'ai retenu un tiers, je ne sais pas exactement quels sont les... Voilà, d'accord. Fragilisant donc la zone naturelle de la colline de Touzon par le nouveau mitage que cette extension de la zone UDBF3 occasionne sur la parcelle 209. Concernant les corridors écologiques des Sorgues dans les zones agricoles ACO et naturelles NCO, nous notons une incohérence entre le principe de préservation de la ripisylve et l'extension de droit à bâtir sur des parcelles dont vous dénonciez il y a encore peu de temps le caractère submersible. La constructibilité du projet Grange-Vieille a été, à ce titre, et dans le cadre de l'OAP du même nom, amputée, à juste titre, des terrains en fond de parcelle le long de la Sorgue classée NCO. Alors pourquoi ne pas avoir laissé la parcelle voisine en zone NCO, comme prévu dans le cadre du PLU arrêté, ce qui était cohérent avec le projet Grange-Vieille ?
D'ailleurs, il y a incohérence entre cette extension voulue de la zone UC en bord de Sorgue et le dessin de l'OAP Grange-Vieille dans le document de cartographie synthèse des enjeux environnementaux, puisque sur cette partie du projet, des plantations d'arbres sont prévues constituant la zone tampon avec la Sorgue. Dans ces conditions, pourquoi avoir remis cette parcelle en zone UC ? En juillet dernier, nous dénoncions également le niveau de mixité sociale. Le préfet ne s'est pas non plus laissé endormir par cette ambition erronée et vous a demandé de revoir à la baisse votre présentation qui annonçait 22% de logements sociaux sur le territoire du Thor. Il a ainsi estimé que si le taux de logements sociaux sur les OAP est de 45%, il suffira tout juste à élever le taux de logements sociaux sur la commune à 13%, ainsi que nous l'avions calculé nous-mêmes en juillet. Les diverses formes que peuvent prendre le logement social auraient pu vous inciter à augmenter encore les quotas, au moins sur les OAP. En conclusion, le projet arrêté en juillet n'a guère évolué en faveur ni de la protection des espaces naturels sensibles, dont on a vu qu'ils sont encore plus fragilisés avec les modifications apportées, ni en faveur du logement social sous toutes ses formes. Aussi, aujourd'hui, nous ne pouvons que confirmer notre vote du 8 juillet dernier, en n'approuvant pas votre PLU qui ne correspond pas à notre propre philosophie. Néanmoins, compte tenu des commentaires des personnes publiques associées dans le cadre de l'enquête publique, qui relèvent que le PLU est conforme aux objectifs de préservation des milieux naturels et d'économie du foncier, en conséquence, nous nous abstiendrons. Merci. Bon, comme vous avez précisé qu'il ne s'agissait pas de questions, mais d'une déclaration un peu de principe, même si vous listez des points, je m'abstiendrai de répondre à quelque chose qui n'est pas une question. Hein. Bon, mais on peut avoir des visions différentes. Et, donc, même si au travers de ce que vous avez dit, bon, juste il y a un point que je voudrais quand même attirer votre attention. Vous savez, sur notre commune, nous avons des activités agricoles. Et je pense que nous avons intérêt à les préserver, c'est-à-dire à donner la possibilité à nos agriculteurs, globalement, de vivre, de se développer, de remembrer, de faire un agrandissement d'un hangar, etc. Ça serait très facile de dire on bloque tout. Et puis un jour, on va se réveiller en disant mais on n'a plus d'agriculteurs chez nous. Et on va se plaindre, on va dire mais qu'est-ce qu'ils font ces gens-là ? Bien non, je pense que les pouvoirs publics en général, pas que la commune, mais les pouvoirs publics ont la responsabilité d'accompagner une activité qui n'est pas une activité facile. Tout le monde sait que l'agriculture, ce n'est pas une activité facile. Mais le jour où on n'aura plus d'agriculteurs et on importera 100% de nos denrées en provenance d'autres pays, eh bien, on n'aura plus que nos yeux pour pleurer. Alors, moi, me comparer avec Saint-Saturnin, où l'un, il donne 80 mètres, nous 70, ou l'inverse, vous savez, bon... Ça me paraît peu important. Mais croyez-moi, c'est pas facile d'arbitrer, effectivement, et de maintenir cette activité agricole d'une trentaine ou une quarantaine d'agriculteurs. Donc voilà, le seul point sur lequel il me paraissait important de réagir. Mais je vous remercie. Oui. Alors, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Je parlais d'estécales. Je parlais pas forcément de toute la zone agricole. On est les premiers à défendre la zone agricole, l'agriculture vivrière, s'entend. On ne parle pas forcément de toute la zone agricole. Là, je parlais d'estécales. Oui, mais puisque vous en parlez, donc je vais répondre. D'abord, quand vous dites de larges dérogations, c'est faux. Le terme large est erroné. Il est excessif, il est un peu politique. Mais par exemple, prenons un exemple concret. Le moulin qui moule le grain qui est produit sur nos territoires, en partie. Bon, nous nous sommes renseignés, nous sommes allés voir cette entreprise. Ils ont 30 sites industriels en France aujourd'hui. Ils ont pris la décision de concentrer leurs sites, d'en fermer. Et leur décision, elle sera prise de fermer les sites sur lesquels ils sont trop vieux, trop vieillissants, et sur lesquels ils n'ont aucune capacité d'extension. Donc, si on veut avoir les yeux fermés, on leur dit non, écoutez, l'hectare que vous avez en face de chez vous, il n'est pas question que vous puissiez faire une extension, c'est votre philosophie. Et un jour, on viendra, ils nous diront, écoutez, on ferme. On ferme, 27 ou 37 emplois supprimés. Les agriculteurs, où est-ce qu'ils iront porter leurs grains pour être moulus?
Et on va se mettre à pleurer en disant « Ouais, ces entreprises prennent des mauvaises décisions. » Non, c'est nous. C'est nous qui aurons pris la mauvaise décision de ne pas leur dire, dans le cadre de vos plans sur lesquels vous allez fermer un certain nombre de sites, nous, le TOR, nous sommes prêts à vous accueillir et on maintiendra l'emploi. Voilà. Donc, on a fait un STECAL. Mais oui, donc il faut peut-être, avant de dire de larges dérogations, voir quel est l'intérêt économique pour les taurois, pour les agriculteurs taurois, pour les gens qui travaillent dans cette entreprise et dont c'est le revenu. Voilà. Donc, bon, je ne vais pas tous les citer, mais croyez-moi, on a passé du temps pour identifier les vraies raisons de pouvoir mettre un STECAL. C'est 1 hectare environ sur le nord de la commune. Néanmoins, toutes les STECAL ne concernent pas des entreprises agricoles non plus. Elles contribuent quand même au mitage de la zone agricole globalement. Il y a l'usine de feux d'artifice. Concernant l'INRA, la large dérogation, c'est 8000 m². Effectivement, pour des serres, néanmoins, ça contribue à miter la zone agricole. Mais vous avez raison, favorisons les entreprises qui fournissent des emplois et qui génèrent de l'activité. Mais néanmoins, sur la zone agricole, c'est impactant. Oui, mais l'INRA, aujourd'hui, c'est une activité très proche de l'activité agricole, hein, puisqu'ils font des tests, etc. Ils veulent se redonner la possibilité de pouvoir produire sous serre. Ben, il y a un STECAL qui va leur donner cette possibilité, mais il n'y a pas d'extension de leur territoire. Et si on permet d'accueillir une quinzaine d'ingénieurs, parce qu'ils auront ces tests qui vont être réalisés, je pense que ça peut être favorable pour notre commune, quoi, me semble-t-il. En plus, l'INRA a la responsabilité de réfléchir à nos futurs produits alimentaires. Donc, je pense que c'est bien de les accueillir. Bon, voilà. Mais écoutez, chacun a sa philosophie. J'ai voulu relever ce point parce que ça me paraît un point important. Y a-t-il d'autres questions ? Oui, je vous en prie, Monsieur Ripoll. Oui. Bien que M. Royer ait corrigé le tir dans la présentation de la délibération, je regrette que le document, le compte-rendu qui était présenté en annexe, et qui est important parce qu'en fait, il relate les différentes observations et propositions de modification qui ont pu être reçues par le commissaire enquêteur. Donc je regrette que ce document soit presque totalement dédié aux personnes publiques, aux organismes publics, et qu'ils mettent très peu en valeur la participation et les interventions des habitants ou des acteurs locaux. Donc c'est dommage, bon, parce que je sais que ça a eu lieu aussi. Hein. Alors vous allez me répondre que pour avoir le détail des demandes, il suffit d'aller sur le site de la mairie, que tout y est présent, c'est ce que j'ai fait. Mais voilà, je trouve que c'est dommage, parce que c'est aussi un exercice de démocratie locale et ça n'apparaît pas là. Donc pour continuer cet exercice de démocratie locale, donc je suis allé sur le site, j'ai bien vu toutes ces interventions que vous avez mentionnées tout à l'heure, les différents courriers, les appositions dans le registre, etc. Mais j'ai vu aussi que le commissaire enquêteur avait reçu un courrier, une lettre avec une pétition comportant 41 signatures. Donc, toujours dans ce souci de transparence, est-ce que vous pourriez nous dire de quel sujet traitait ce courrier, puisqu'il était dans le cadre de l'enquête publique. Voilà, merci Monsieur le maire. Alors, deux questions. Donc, la première sur l'intervention des taurois. Donc, Christian Royer a quand même repris, je dirais, la liste. L'annexe qui vous est remise reprend la totalité des modifications que nous avons acceptées. Les autres n'ayant pas été acceptées, il était inutile de les mettre dedans. Bon. Donc, elles sont au nombre de 10, je crois, ou de 9. Hein. Bon. En ce qui concerne l'élément taxé de pétition, qui a été signé par plusieurs, ça concerne les risques d'inondation et cartes PPRI. Donc la contestation ou l'attention qui nous a été attirée est sur le fait que la préfecture a sollicité que soit annexée au PLU
la dernière carte de risque d'inondation pour le sud du Thor dans le cadre du futur PPRI Coulon-Calavon. Cette carte, qui est la dernière travaillée, je dirais, par les services de la préfecture, n'a pas fait l'objet de communication officielle sur la commune, n'a pas fait l'objet d'enquête publique et n'a pas fait l'objet de validation. Et donc le risque que voyaient les gens qui ont fait cette pétition, et notamment l'association Coulon-Calavon, c'était que, de par le fait que cette carte soit annexée au PLU, de fait, elle pourrait être considérée comme validée par l'enquête publique réalisée à l'occasion du PLU. Donc nous nous sommes enquis de cette inquiétude, nous avons écrit au préfet, et le préfet nous a écrit de façon extrêmement claire, la réponse est d'ailleurs annexée, qu'en aucun cas, qu'il était de la responsabilité du maire de mettre la dernière connaissance en matière de risque d'inondation, mais ça ne veut pas dire que la carte qui est annexée serait validée par le PLU et deviendrait opposable à tout un chacun. Voilà. Bon, le point complémentaire que je pourrais rajouter, c'est que le fait d'avoir, et c'est la préfecture qui nous l'a demandé 15 jours avant l'ouverture, je dirais, de l'enquête publique, n'a strictement rien changé aux règles de constructibilité sur cette zone du Sud, qui est de façon très largement majoritaire une zone agricole et où les règles de constructibilité n'ont pas été du tout modifiées parce qu'il y a cette carte ou il y en a une autre. Donc voilà le cœur de, je dirais, de cette question sur les 43. Oui, je vous remercie. Je n'ai pas de questions complémentaires, mais je voulais juste vous corriger un peu lorsque vous disiez que juste les observations qui avaient donné lieu à modification étaient indiquées pour les personnes publiques. Bon, quand on voit que la quasi-totalité des propositions de la Chambre d'agriculture, je crois, n'ont pas été retenues, pourtant elles apparaissent. Donc effectivement, il y a quand même un défaut de présentation dans la synthèse, je trouve, hein, des apports ou des observations des habitants. Voilà. C'est votre avis. Très bien. Madame Martin ? Non. D'accord. Très bien. Merci. Donc nous allons passer à l'approbation. Donc, après avoir délibéré, l'article 1, c'est que notre Conseil approuve, tel qu'il est annexé à la présente délibération, le plan local d'urbanisme de la commune du Thor. Dans l'article 2, on précise que la présente délibération fera l'objet d'un affichage en mairie durant 1 mois, d'une mention dans un journal diffusé dans le département, ainsi que d'une publication au recueil des actes administratifs. Également que la présente délibération ne sera exécutoire qu'à compter de sa réception en préfecture et de l'accomplissement de l'ensemble des mesures de publicité, à savoir l'affichage en mairie et la mention dans un journal du département. Enfin, que le dossier du plan local d'urbanisme approuvé est tenu à la disposition du public à la mairie du Thor, aux jours et heures habituels d'ouverture, ainsi qu'à la préfecture du département, et il est également présent sur le site. Et qu'enfin, cette délibération, accompagnée du dossier du PLU, sera approuvée, sera transmise à la préfecture. Donc, y a-t-il des oppositions? Y a-t-il des abstentions? Donc, 4 abstentions approuvées à la majorité. Alors, à cette occasion-là, je voudrais dire que les travaux que nous venons d'approuver ont une importance grande, je pense que vous avez tout à fait compris, puisque c'est ce qui va réguler, je dirais, l'organisation de notre commune pour les 10 ans ou les 15 ans qui viennent, même s'il pourra y avoir un certain nombre d'amendements, de modifications, mais quand même, c'est une règle qui va être, je dirais, notre guide et qui va s'imposer à nous et à nos successeurs. Donc je voulais, à cette occasion, d'abord dire que ce n'est pas un travail qui a démarré uniquement en 2014, c'est un travail qui a démarré préalablement, vous l'avez vu, d'ailleurs on a parlé de 2012, et je voulais, à cette occasion-là, remercier et citer les gens qui ont été associés, donc l'ancienne municipalité qui a lancé les travaux, qui a sélectionné le cabinet qui avait une grande importance dans les travaux, cabinet que nous avons maintenu. Je voulais remercier également les Thaurois qui se sont investis dans les groupes de travail
puisqu'il y a eu plusieurs groupes de travail, soit sous l'ancienne mandature, soit avec nous-mêmes. Il y a eu plusieurs réunions publiques, un certain nombre de taurois sont intervenus, ont donné leur point de vue. Des taurois sont également intervenus à l'occasion de l'enquête publique, donc je tenais à les remercier. Je tenais à remercier Christian Royer qui a piloté, je dirais, ce dossier. Et comme vous le savez, c'est un dossier qui n'est pas facile, parce qu'il y a autant de gens qui veulent que leur terrain devienne constructible et autant qui veulent que surtout ils ne deviennent pas constructibles. Je vous le résume, mais c'est comme ça que ça se passe. Je voulais remercier les agents de la commune qui se sont investis lourdement. Natacha Cottineau, qui est présente et qui a été très sollicitée, bon, sur les mêmes terrains pour des avis différents. Et puis remercier le cabinet Citadia, donc, qui vraiment a, je pense, très bien porté la problématique et a su s'adapter à la nouvelle équipe. Donc c'est un travail collectif, ce n'est pas que le travail de la mandature actuelle, c'est un travail qui dépasse et qui nous dépassera, puisqu'il sera actif également sur certainement d'autres mandatures. Donc qu'il soit chaleureusement remercié, je voulais que ça soit bien consigné dans ce conseil municipal. Je suis persuadé, je l'ai dit lorsqu'on a démarré les travaux du PLU, que nous ferons des gens heureux et que nous ferons des déçus. Mais la décision, la responsabilité d'une commune, et notamment d'un maire, puisque c'est lui qui globalement arrête le PLU, bien, c'est de prendre des décisions et qui impliquent sur l'avenir de la commune. Et les intérêts particuliers ne sont pas toujours en harmonie avec l'intérêt collectif. C'est la vie, c'est comme ça. Je suis respectueux des intérêts particuliers, mais l'intérêt collectif, parfois, prime. Voilà la raison pour laquelle certains qui sollicitaient des terrains en constructibilité n'ont pas pu être satisfaits. Donc, merci à chacun sur ce dossier. Nous avons un deuxième rapport qui découle, si vous voulez, de ce PLU, qui est l'institution du champ d'application du droit de préemption urbain, je dis bien urbain, sur le territoire communal, c'est-à-dire ce n'est pas pour les zones agricoles, mais simplement sur le territoire urbain. Donc Christian, je te laisse le présenter. Tu veux que je le présente? Ah, je le présente si tu veux, pas de problème. Bon. Donc l'exposé des motifs. Donc le droit de préemption permet à la collectivité publique d'acquérir par priorité un bien qui lui est nécessaire pour mener sa politique d'aménagement. Le droit de préemption institué permet la réalisation, dans l'intérêt général, des actions opérations définies à l'article L301 du Code de l'urbanisme, à savoir projet urbain, politique locale de l'habitat, organiser le maintien, l'extension ou l'accueil d'activités économiques, favoriser le développement des loisirs et du tourisme, réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d'enseignement supérieur, lutter contre l'insalubrité et l'habitat indigne ou dangereux, permettre le renouvellement urbain et sauvegarder ou mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti. Le droit de préemption urbain peut être également utilisé pour mettre en œuvre un programme local de l'habitat ou, à défaut, lorsque la commune a délibéré pour définir le cadre d'action qu'elle entend mettre en œuvre pour mener à bien un programme de logements locatifs sociaux. Donc, le 23 juin 1987, ça ne nous rajeunit pas, le conseil municipal a délibéré pour instaurer un droit de préemption urbain sur l'ensemble des zones urbaines et d'urbanisation future du POS, approuvé le 27 juin 1986. Le 18 mai 2010, le conseil municipal a délibéré pour élargir son droit de préemption urbain aux zones urbaines et d'urbanisation future, telles que délimitées au POS, approuvé le 15 octobre 2001 et révisé le 22 décembre 2005. Par délibération du 16 septembre 2008, le conseil municipal a défini un cadre d'action à mettre en œuvre pour la conduite d'un programme de logements locatifs sociaux. Par délibération du 17 mai dernier, modifiant la délégation d'attribution du conseil municipal au maire, le conseil municipal a décidé de permettre au maire d'exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le Code de l'urbanisme, que la commune en soit titulaire ou délégataire, et de déléguer l'exercice de ces droits à l'occasion de l'aliénation d'un bien
selon les dispositions prévues au premier alinéa de l'article L213-3 de ce même code pour toutes les situations pouvant se présenter. Le plan local d'urbanisme a été approuvé le 16 mars, c'est-à-dire aujourd'hui même, dans la délibération précédente. Afin de mener la politique foncière nécessaire à la mise en œuvre de la politique d'aménagement de la commune, il convient d'instituer le droit de préemption urbain sur l'ensemble des zones urbaines classées U et des zones d'urbanisation futures classées 1AU et 2AU, tout indice confondu, tel que délimité au document graphique du plan local d'urbanisme approuvé le 16 mars 2017. Y a-t-il des questions avant que nous passions au vote? Pas de questions? Donc, je vous propose d'en délibérer et donc de décider d'instituer le droit de préemption urbain dans toutes les zones urbaines U et zones d'urbanisation future délimitées par le PLU de la commune approuvée le 16 mars 2017, telles qu'elles sont énumérées, zone U, 1AU et 2AU, tout indice confondu. Le périmètre du champ d'application du DPU de la commune du Thor est identifié à l'aide d'un plan annexé à la présente délibération, qui est en rouge. Donc, et l'article 2 dit que, conformément à l'article R211 du Code de l'urbanisme, la présente délibération, accompagnée d'un plan précisant le champ d'application du DPU, sera adressée au directeur départemental des finances publiques, au Conseil supérieur du notariat, à la Chambre départementale des notaires, au barreau constitué près le tribunal de grande instance d'Avignon, au greffe du tribunal de grande instance d'Avignon. Le périmètre d'application sera annexé au dossier du plan local d'urbanisme et la présente délibération sera affichée en mairie pendant 1 mois et mention en sera insérée dans 2 journaux diffusés dans le département. Les effets juridiques attachés à la présente délibération prendront effet à compter de l'exécution de l'ensemble des formalités de publicité mentionnées au précédent article. La présente délibération sera transmise aux représentants de l'État dans le département en vue de devenir exécutoire. Donc, y a-t-il des oppositions, des abstentions? 3 abstentions. Merci bien, approuvé à la majorité. Parfait, donc nous avons clôturé les dossiers traitant du PLU. Vous pouvez rester, mais vous êtes libre. Voilà. En tout cas, merci Natacha pour vos travaux. Le rapport suivant traite de la dissolution du syndicat intercommunal. Donc on descend un peu d'un cran, là, hein, Madame Biel, vous pouvez m'excuser, pour le ramassage scolaire des établissements de l'Isle-sur-Sorgue et du Thor. Madame Biel a la parole. Merci, Monsieur le maire. Depuis sa création, la commune du Thor adhère au syndicat intercommunal pour le ramassage des élèves fréquentant les établissements secondaires de l'Isle-sur-la-Sorgue et le Thor, qui regroupe 20 communes. Conformément à l'article 40 de la loi NOTRe et à la mise en œuvre du schéma départemental de coopération intercommunale SDCI, le préfet de Vaucluse a proposé, dans son courrier du 30 mai 2016, aux collectivités membres la fusion de ce syndicat avec celui pour le transport des élèves fréquentant les établissements d'enseignement du second degré de Cavaillon. Dans ce même courrier, Monsieur le Préfet a informé les communes membres de la proposition formulée par le président du conseil départemental le 25 avril 2016 qui consisterait à dissoudre les 2 syndicats avec une reprise de la gestion du service de transport des élèves par le conseil départemental. Cette reprise étant temporaire puisque la compétence, comme vous le savez, sera transférée à la région à compter du 1er septembre 2017, comme le prévoit la loi NOTRe. Dans sa séance du 5 juillet 2016, le conseil municipal a approuvé la dissolution des 2 syndicats et la reprise de la gestion du service par le conseil départemental. Par courrier reçu le 6 octobre 2016, le préfet nous transmettait l'arrêté préfectoral du 16 septembre 2016, mettant fin à l'exercice des compétences du syndicat intercommunal pour le transport scolaire des élèves fréquentant les établissements secondaires de l'Isle-sur-la-Sorgue et le Thor. Dans le même courrier, il nous informait que le comité syndical et les conseils municipaux devraient approuver l'état de l'actif et du passif du syndicat.
Le comité syndical, dans sa séance du 14 février 2017, a approuvé l'état de l'actif et du passif du syndicat et nous a transmis celui-ci que vous avez en annexe. Je vous propose d'approuver cet état tel qu'il nous a été transmis par le syndicat intercommunal pour le transport des élèves fréquentant les établissements secondaires de l'île sur la Sorgue et le Thor, et d'accepter le transfert de l'actif et du passif au conseil départemental. Je vous prie de bien vouloir en délibérer. Merci. Y a-t-il des questions? Pas de questions, donc je vous propose d'approuver l'état de l'actif et du passif tel que présenté en annexe, d'accepter le transfert de l'actif d'un montant de 16 041,10 € et du passif au conseil départemental et d'autoriser le maire à signer les actes administratifs nécessaires à la mise en œuvre de la présente délibération. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Donc approuvé à l'unanimité. Le dossier suivant, c'est l'acquisition de la parcelle cadastrée section AL 392, lieu dit Rascassa. Donc Christian Royer, tu as la parole. Merci. Par courrier en date du 17 octobre dernier, la SAFER Provence-Alpes-Côte d'Azur a informé la commune du projet de donation de la parcelle cadastrée section AL 392, lieu dit Rascassa, accessible par la route de Fontaine de Vaucluse, représentant une surface de 4 616 m². Ce terrain, qui appartient à M. Julien Datiche, doit faire l'objet d'une transaction au profit de M. Jean-Pierre Patrac. Il jouxte, de son côté ouest, une parcelle qui appartient déjà à la famille Patrac, issue de la communauté des gens du voyage. Celle-ci a fait l'objet de poursuites pour infraction à la réglementation sur l'urbanisme. Ce terrain est classé en zone NCI 4 du plan d'occupation des sols et basculera en zone A, soumise au risque d'inondation dans le plan local d'urbanisme. Ce classement concerne les espaces destinés à l'activité agricole et aux constructions liées et nécessaires aux besoins de cette activité particulière. Compte tenu de cette situation, il a été demandé à la SAFER de préempter ce bien au prix indiqué de 7 905 €, soit 1,71 € le mètre carré par le donateur. Conformément à la réglementation, ce bien devra faire l'objet d'un bail de location à un agriculteur pendant une durée minimum de 15 ans à compter de la date de l'acte de vente. M. Vincent Schneider, agriculteur riverain, propose de louer ce terrain. Il a envisagé de fixer le prix de location à 260 € l'hectare par an, soit 120 € pour ce terrain. Pour officialiser cette opération, la SAFER sollicite la signature d'une promesse unilatérale d'achat et propose que l'acte de vente soit préparé par l'étude de maître Karine Tachy-Kechler, notaire à Lagnes. Il est rappelé que les frais inhérents, SAFER notaire, seront pris en charge par la commune. Il convient que le conseil municipal se prononce sur cette acquisition et autorise Monsieur le maire ou l'adjoint délégué aux affaires foncières à signer l'ensemble des pièces nécessaires à cette opération. Promesse unilatérale d'achat, acte d'acquisition, bail de location, etc. Je vous prie bien vouloir en délibérer. Merci. Y a-t-il des questions? Oui, je vous en prie. Ma question, c'est pourquoi est-ce que c'est la commune qui prend en charge les frais inhérents à la SAFER et au notaire? Parce que c'est l'acquéreur, si vous voulez. Hein. Donc, dans le cadre d'une acquisition, les frais sont pris en charge par l'acquéreur. C'est quelque chose de classique, quoi. Hein. C'est pas dérogatoire au droit, quoi. C'est l'application du. D'accord. Ma réponse vous convient, Madame Amlili? Non, attendez. S'il vous plaît, parlez ou appuyez sur le bouton, sinon vous n'êtes pas enregistré et après on dit que les comptes rendus ne sont pas conformes à la réalité. Allez-y, je vous en prie. Mais du coup, je comprenais pas parce que là, c'était noté dans le cadre d'une donation, mais bon, après... Et les frais pour la SAFER, du coup, puisque c'est eux qui... Du coup, je crois que j'ai pas compris la délib. Effectivement, on a affaire. Attendez, oui. Si vous permettez que je réponde à Madame Lévy, quand même, soyons courtois. Bon. On a affaire
on a affaire à des opérations qui essaient de se faire sans être officielles. En clair, il y a quelqu'un qui, pour éviter de passer devant la SAFER, etc., et que nous recevions, nous, une DIA, c'est-à-dire une déclaration d'intention d'aliéner, eh bien, réalise des donations. Il va voir quelqu'un d'autre et lui dit, écoute, je te le donne, le terrain, ni vu ni connu, il n'y a pas de prix, etc. Tout ça, c'est complètement fictif. La réalité, c'est que c'est payé en dessous du manteau, comme on dit. Voilà. Donc voilà pourquoi, si vous voulez, il y a cette information de donation qui a été décidée. Le problème, c'est que si la commune n'intervient pas sur ces cessions de petites parcelles, eh bien, nous allons avoir des camps qui vont s'agrandir, se constituer, de l'électricité volée, etc., de l'eau. Et donc, la commune se positionne là-dessus et dit non, je préempte. Et donc, aujourd'hui, la commune est propriétaire peut-être d'une quinzaine ou d'une vingtaine de parcelles, puisque cette politique dure depuis déjà longtemps, et je pense que mes prédécesseurs ont eu raison de pratiquer ceci, pour éviter qu'on ait un mitage par les gens du voyage, qui ne sont plus des gens du voyage, puisqu'ils se sédentarisent en mettant des caravanes à des lieux où ils n'ont pas le droit de construire. Voilà, je pense vous avoir tout dit. C'est plus clair. Voilà, alors on ne peut pas complètement tout écrire, mais c'est la réalité. Monsieur Ripoll. D'accord. OK. Bon. Donc, je soumets à votre délibération donc, le fait qu'on puisse acquérir cette parcelle cadastrée AL 392, lieu dit Rascassa, représentant une superficie de 4616 mètres carrés, auprès de la SAFER PACA pour un montant de 7 905 €. On s'engage à louer ce bien à un agriculteur pendant une durée de 15 ans minimum, d'autoriser la location de cette parcelle à M. Vincent Schneider, agriculteur riverain, avec un loyer fixé à 260 € l'hectare, et de charger l'étude de maître Karine Stassi-Kelcher, notaire à Lagnes, de préparer l'ensemble des documents. Dit que la commune prendra en charge les frais liés à cette acquisition ainsi qu'à la mise en location du terrain, et d'autoriser le maire ou l'adjoint délégué aux affaires foncières à signer les documents. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Donc merci, adopté à l'unanimité. Nous attaquons maintenant le dossier. Il y a plusieurs rapports qui traitent l'attribution des subventions de fonctionnement aux associations tauroises. Donc, la première, c'est les subventions de fonctionnement. Donc, c'est Eliane Gomez qui nous l'a dit. Merci. La commune attribue aux associations déclarées des aides financières pour les accompagner dans la réalisation de leurs projets. C'est un soutien pour les associations dans la mise en œuvre et le développement de leur activité. Les associations tauroises qui développent ou portent un projet d'intérêt général en participant à la vie de la commune peuvent bénéficier d'une subvention annuelle de fonctionnement. Son attribution est conditionnée à la remise des éléments nécessaires à l'appréciation de l'activité de l'association et notamment le compte de résultat de l'année écoulée, ainsi qu'un budget prévisionnel de l'année en cours. Les crédits qui figurent à l'article 6574 et ses ramifications ne peuvent faire l'objet d'une dépense effective qu'à raison d'une décision individuelle d'attribution. Le montant forfaitaire maximum de la subvention de fonctionnement est de 250 € sans être systématique. Pour certaines associations, il est proposé au conseil municipal d'appliquer les règles particulières suivantes. Pour les associations comprenant une école de sport, le montant de la subvention représente 11% du total des charges de fonctionnement. Je vous prie de bien vouloir en délibérer. Donc, suit bien sûr la liste de toutes les associations concernées, ainsi que les montants, les propositions pour les montants pour l'année 2017. Donc, elles sont au nombre d'une quinzaine ou peut-être un peu plus, d'une vingtaine. Donc, y a-t-il des questions sur ce point? Pas de questions. Donc, nous pouvons donc délibérer, décider d'attribuer aux associations tauroises qui sont listées une subvention de fonctionnement selon la répartition ci-dessous. Est-ce que je vous les lis? Non, je ne vous les lis pas. Vous n'avez pas besoin. Bon, ça va être publié. Donc, y a-t-il des oppositions
des abstentions, donc une abstention, adopté à la majorité. Merci. Nous rentrons maintenant dans les subventions d'action, et les premières, c'est traitant de la solidarité. Donc c'est Hélène Mérigot qui la commente. Merci. Merci. Donc, subvention action pour 3 associations. Subvention action, c'est 50%, puisque c'est dans le domaine de la solidarité. Première association, les Amis Réunis. L'association des Amis Réunis accueille tout au long de l'année les personnes âgées du Thor. Elle offre à ses 152 adhérents la possibilité de se rencontrer et de passer des moments conviviaux ensemble. Un local est mis à disposition par la mairie dans l'immeuble attenant la salle des fêtes. En 2017, l'association va organiser plusieurs fêtes pour les anniversaires de ses membres notamment, ainsi que pour Noël, avec animation musicale. Il est proposé un montant forfaitaire de 340 € pour la subvention. Les Fourmis et les Cigales, l'association organise des animations sociales et culturelles pour les résidents de la maison de retraite plusieurs fois dans l'année, comprenant pour 2017 une animation musicale avec accordéon. Le coût de la prestation s'élève à 180 €. Le montant proposé pour la subvention est de 90 €. Secours catholique, 3 actions différentes. L'équipe locale du Secours catholique participe à l'aide et à l'accompagnement de personnes en situation de pauvreté et de précarité sur le territoire. Pour 2017, l'association continue les 2 actions suivantes. Achat de paniers redistribués à des personnes suivies par l'association, ainsi qu'un atelier cuisine tous les 15 jours avec un panier témoin. Cet atelier cuisine permet d'échanger des recettes et d'apprendre à cuisiner de façon équilibrée et à moindre coût. Le budget prévisionnel de cette action est estimé à 1 402 €. Le montant proposé pour la subvention est de 701 €. L'atelier couture, avec des achats de matériel et fournitures de décoration pour un budget prévisionnel de 200 €. Montant proposé pour la subvention, 100 €. De plus, l'association met en place une nouvelle action dont l'objectif est de rencontrer l'ensemble des membres des familles sous une forme conviviale au cours de sorties communes. Le budget prévisionnel est de 300 €. Le montant de la subvention proposée est de 150 €. Je vous prie de bien vouloir en délibérer. Merci. Y a-t-il des questions? Pas de questions. Oui, Madame Martin, je vous en prie. Une petite demande de précision. Je constate que les 30% dans ce type d'association sont bien respectés, les 30% de subventionnement. Sauf pour la première, les 3P, qui ne bénéficient pas des 30% qui sont concédés pourtant à la Diane Thoroise. Donc pourquoi cette différence de traitement? Mais, Madame Martin, Oui. vous êtes sur un autre rapport, là. Donc, nous venons de lire le rapport qui traite de la solidarité. Je vous demande pardon. La Diane Thoroise, oui, solidarité envers les animaux. Voilà. Bon, vous reposerez la question tout à l'heure. Non, mais voilà, je vous demande pardon, j'avais anticipé, ayant déjà lu celle dont nous parlions en ce moment. D'accord. Donc, pas de questions sur la solidarité, donc très bien. Donc, je soumets à votre vote d'attribuer une subvention forfaitaire de 340 € à l'association des Amis Réunis pour l'organisation des anniversaires des adhérents et la fête de Noël. D'attribuer une subvention de 90 € à l'association des Fourmis et des Cigales pour la réalisation d'une animation avec accordéoniste au profit des résidents de l'EHPAD. Et d'attribuer une subvention de 701 € à l'association du Secours catholique pour l'organisation d'ateliers cuisine avec des paniers achetés à la MAP du Thor, une subvention de 100 € pour l'achat de matériel sur l'atelier couture et de 150 € pour des rencontres familiales sous forme de sorties communes. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Donc merci, adopté à l'unanimité. Le dossier suivant traite l'association dans le cadre de l'environnement. Je crois que c'est Françoise Fortuné qui nous le commente. Merci, Françoise.
La commune attribue aux associations déclarées des aides financières pour les accompagner dans la réalisation de leurs projets. Donc, nous avons l'association de défense promotion du patrimoine paysan, D3P, justement, qui organise au Thor depuis 2008 une fête de la biodiversité paysanne et des variétés anciennes. Cette manifestation a pour but, à travers son marché artisanal de produits de terroir, des conférences, des sorties, des expositions et des démonstrations et ateliers, de faire découvrir au plus grand nombre les vertus de la biodiversité. Cet événement est ouvert sur 3 jours, comprenant une ouverture le vendredi aux écoles de la commune et alentours. De plus, elle met en place tout au long de l'année des animations dans les écoles avec l'objectif d'éveiller les enfants sur la biodiversité, de développer leur sens de l'observation, de la graine au fruit et de l'effort, le travail de la terre. Elle leur fait découvrir aussi les abeilles et leur rôle dans le maintien de la biodiversité. Le budget prévisionnel retenu pour ces 2 actions est de 7 300 €. Il est proposé de lui attribuer une subvention forfaitaire de 1 000 €. Ensuite, la Diane Tauroise, l'association affiliée à la Fédération départementale de chasse du Vaucluse, sollicite l'aide de la commune pour procéder aux campagnes de repeuplement de diverses espèces. Celles-ci se déroulent entre les mois de juillet et de février. Par ailleurs, elle organise chaque année une journée avec les anciens, comprenant un repas et une partie de chasse. Elle se déroule traditionnellement en novembre. Enfin, l'association sollicite une aide pour renouveler son percolateur. Le budget prévisionnel retenu pour ces actions est de 5 807 €. Il est proposé de lui attribuer une subvention forfaitaire d'un montant de 1 878 €. Très bien, merci. Donc c'est là où la question de Mme Martin arrive. Donc je ne vais pas vous la faire reposer, hein. Donc voilà. Voilà. Alors, sauf si je me trompe, mais l'association D3P, je pense que c'est la première fois qu'ils sollicitent une subvention auprès de la commune. Voilà. Et donc, ils ont demandé une subvention de 1 000 €. Voilà. Ils ont dit notre budget est de 7 300, etc. Et nous sollicitons 1 000 €. Ils auraient demandé 100 €, ils auraient eu 100 €. Comme je l'ai déjà dit, on ne donne jamais plus que ce qu'une association sollicite. Voilà. Juste, je voudrais rajouter que jusqu'à présent, ils ne sollicitaient pas de subventions en estimant de vouloir être indépendants et qu'obtenir des subventions, ce n'était pas très bien, etc. C'était leur philosophie. Voilà. Donc, voilà l'application. Donc je les trouve très raisonnables, puisqu'ils n'ont pas sollicité les 30% auxquels ils pouvaient prétendre. Exactement. Voilà. Et comme c'est la première fois, peut-être que spontanément, on aurait pu leur accorder leurs 30%. Ah non, vous ne pouvez pas donner plus que ce que les gens vous demandent quand même, soyons raisonnables. On devrait récompenser les gens qui sont raisonnables. Y a-t-il d'autres questions? Bon. Donc, je vous propose de délibérer, d'attribuer une subvention forfaitaire de 1 000 € à l'association D3P pour la réalisation de ces 2 actions, organisation de la 10e fête de la biodiversité et animation dans les écoles, et une subvention forfaitaire de 1 878 € à l'association Diane Tauroise. Donc, y a-t-il des oppositions, des abstentions? Donc, adopté à l'unanimité. Merci pour eux. Le rapport suivant traite des subventions aux personnes de droit privé dans le cadre de la citoyenneté de la vie locale. Et là, c'est Florence qui va nous causer de ça. Merci bien. Bonsoir à tous. Donc, cette demande de subvention pour action concerne le comité d'entente des anciens combattants du Thor. Donc, l'association est membre de l'Union nationale des anciens combattants et organise les cérémonies de commémoration en l'honneur de celles et ceux qui sont morts sur les champs de bataille ou qui ont été victimes des haines et de la barbarie. Il s'agit d'Algérie pour le cessez-le-feu du 19 mars, la journée nationale de la déportation du 26 avril, celle de l'armistice du 8 mai 1945, de la journée nationale de la résistance le 27 mai, de la journée nationale d'hommage aux harkis le 26 septembre, de l'armistice du 11 novembre 1918 et de l'hommage aux morts lors des combats CATM le 5 décembre de chaque année. Pour chaque commémoration, une gerbe est déposée au pied du monument aux morts. De plus, l'association remet une gerbe commémorative en hommage aux anciens combattants décédés dans l'année, ainsi qu'une plaque de souvenir gravée. Le montant prévisionnel des achats de gerbes est estimé à 720 €.
Cette association répondant à un devoir de mémoire, je vous propose de maintenir une participation exceptionnelle de la commune à hauteur de 80% des achats, soit une subvention de 576 €. Le montant prévisionnel de l'achat des plaques est estimé à 720 €. Le montant proposé pour la subvention est de 576 €. Voilà. Merci. Y a-t-il des questions aux anciens combattants? Donc, je vous propose en délibéré d'attribuer une subvention de 576 € au comité d'entente des anciens combattants du Thor pour la remise de gerbes lors des cérémonies officielles et lors des décès des membres, ainsi qu'une subvention de 576 € pour l'achat de plaques gravées commémoratives. Y a-t-il des abstentions, des oppositions? Donc, merci, adopté à l'unanimité. Le rapport suivant traite des subventions dans le secteur des loisirs et de l'animation. Et je pense que c'est Monsieur Lionel Gomez qui va causer. Merci. Tout à fait, Monsieur le maire. Bonsoir à tous. Nous allons donc délibérer pour 3 associations dans le domaine de l'animation qui sont l'accueil culture loisirs, le centre d'animation et nous terminerons par le comité des fêtes des Vinières. La première, accueil culture loisirs, qui propose des ateliers créatifs tels que le point à compter, le point tricot, ainsi de suite, le password. Donc pour 2017, cette association va nous proposer d'acheter du matériel pour ses activités, livres, gabarits, photocopieuses. Elle possède un petit budget prévisionnel de 315 € et il est proposé une subvention forfaitaire de 65 €. Nous continuons avec le centre d'animation qui, je vous rappelle, organise tout au long de l'année des animations à caractère culturel et dans sa tradition 2 manifestations annuelles qui sont au mois d'avril la fête du terroir des Sorgues qui anime le centre-ville en faisant la promotion des marécages de proximité. C'était trop dur à dire. Donc, retenue, l'année dernière, j'avais fait la même. Retenue est de 3 500 €. Donc, je vous propose la subvention de 700 € pour cette association. Au mois de mai, car en mai, fais ce qu'il te plaît, nous irons à la fête du Muguet, aux hameaux de Touzon. Une petite fête annuelle. Le budget prévisionnel est de 1 660 € et nous proposerons une subvention forfaitaire de 900 €. Et nous finirons par le comité des fêtes des hameaux des Vinières qui organise la 15e édition de la fête de la pomme au mois de septembre avec des magnifiques dégustations. Le budget prévisionnel retenu est de 1 340 € et la subvention proposée est de 268 €. À vous, monsieur le maire. Bon, on est sorti du marécage. Bon. Y a-t-il des questions? Très bien, donc pas de questions. Donc je vous propose d'attribuer une subvention de 65 € à l'association ACL pour l'achat de matériel de patchwork, d'attribuer une subvention de 700 € à l'association Centre d'animation pour l'organisation de la fête du terroir des Sorgues et une subvention forfaitaire de 900 € pour la fête du hameau de Touzon, et d'attribuer une subvention de 268 € au comité des fêtes des Vinières pour l'organisation de la fête de la pomme. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Donc adopté à l'unanimité. Et le dernier rapport traite du secteur de la jeunesse. Madame Biel. Ou Stéphane? Stéphane, c'est toi? Non, le collège, c'est moi en général. Bon, le collège, c'est... Voilà, merci. Alors, donc pour la jeunesse, la mairie attribue un taux de 30%. Alors, l'association de l'AS du Collège du Pays des Sorgues, les élèves adhérents de l'UNSS participent à de nombreuses compétitions d'athlétisme et de run et bike. L'association souhaite équiper les élèves de t-shirts aux couleurs de la ville afin qu'ils puissent être identifiés sur l'ensemble de leurs compétitions. Le coût global de l'achat de ces t-shirts est de 600 €. Le montant proposé pour la subvention communale est de 180 €. L'association souhaite aussi participer au championnat handisport et valide au printemps. Elle doit faire appel à une société de transport, les cars Arnaud, pour le déplacement. Le coût global pour le déplacement au championnat handisport et valide est de 580 €. Le montant proposé pour la subvention communale est de 174 €. Je vous prie de bien vouloir en délibérer. Merci. Oui. J'aimerais rajouter quelque chose, simplement par rapport à l'association sportive du collège.
Donc, bon, c'est vrai que c'est le collège, mais c'est aussi le sport, Marie-Hélène. Donc, j'en profite pour le rajouter. Non, mais j'ai appris aujourd'hui qu'ils étaient qualifiés pour le championnat de France. Voilà, donc les t-shirts auront une fonction. Ils vont pouvoir représenter la commune et le collège au championnat de France UNSS. Voilà. Bonne information, oui. Merci bien. Donc, y a-t-il des questions? Donc, je soumets à votre délibération d'attribuer une subvention de 354 € à l'association sportive du Collège des Pays des Sorgues pour les 2 actions qui ont été listées. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Très bien, je vous remercie. Donc, nous arrivons à l'issue de ce conseil. Donc, je réponds à la question qui a été posée en ouverture du conseil municipal par Madame Martin. Bon. Lors du dernier conseil municipal, il y a une question écrite qui a été posée pour savoir si le maire du Thor parrainait tel ou tel candidat. Donc j'ai répondu de façon très claire, c'est moi qui ai rédigé la réponse qui a été lue par Madame Biel. Bon. Donc à aujourd'hui, je vous confirme que je n'ai parrainé aucun candidat à l'élection présidentielle. Et il me reste encore demain, mais il faut que les courriers arrivent avant demain au Conseil constitutionnel. Donc inutile de vous dire que vu l'heure qu'il est, sauf si je prenais un TGV demain matin pour aller poster la lettre, pour aller la remettre au Conseil constitutionnel. Je veux préciser que, effectivement, le Conseil constitutionnel publie tous les mardis la liste des parrainages qui ont été effectués et que des sites locaux reprennent ces informations pour dire sur le département de Vaucluse, sur le département des Bouches-du-Rhône, voilà les maires, ce qu'ils ont fait, qui est-ce qui... Voilà, donc l'information est en totale transparence. C'est strictement ce que j'ai dit. Et je n'ai pas voulu faire de l'occultation d'informations. En ce qui concerne la mise à disposition de salles municipales pour les partis politiques ou les candidats, ou les partis qui soutiennent les candidats, à partir du moment où un candidat est validé par le Conseil constitutionnel, se présente aux élections et qu'il sollicite le fait de pouvoir organiser une communication sur la commune, je ne vois pas de quel droit je pourrais empêcher cette communication. Et ce n'est pas parce que j'accepte de louer une salle que j'approuve ce qui se dit dans cette salle. Quand je loue une salle au Parti socialiste, est-ce que ça veut dire que j'approuve de facto ce que dit le Parti socialiste? J'ai loué des salles gratuitement, mises à disposition au Parti socialiste. Lorsque je mets une salle à disposition de l'association Attaque, qui a des positions politiques très marquées, est-ce que ça veut dire que ce qui se dit dans cette salle est approuvé par le maire parce qu'il la met à disposition? Absolument pas. Donc, moi, je me battrai pour que les gens puissent exprimer leurs idées. Et je trouve faramineux et hypocrite, complètement hypocrite, qu'il y ait des instances nationales qui valident des gens qui candidatent. Bon, c'est validé, c'est officiel, etc. C'est la démocratie. Et que localement, des petits potentats locaux disent « Ah non, lui, je ne l'aime pas, lui, il ne fait pas partie de mes opinions politiques, lui, il n'aura pas la salle, etc. » Je trouve ça vraiment scandaleux. Et très sincèrement, c'est faire de la publicité à des gens pour qui on peut ne pas partager des idées. Et donc, je trouve que ce n'est pas conforme. Donc, à partir du moment, et donc aujourd'hui, ils sont 8 ou 9 candidats, hein, si demain, M. Mélenchon ou le parti qui le soutient demande une salle à disposition, elle lui sera donnée. Et je peux vous dire, ce n'est pas pour ça que j'approuve les idées qui vont être émises dans cette salle par M. Mélenchon. Je ne ferai pas plus de commentaires sur ce point, mais la démocratie, c'est aussi avoir la capacité d'écouter même des choses pour lesquelles on n'est pas d'accord. Notre conseil est terminé et je vous remercie. Je voulais lui dire quelque chose, merde. Hein ? Oui, le prochain conseil est le 11.